Les mains d'Elena tremblaient. Les gémissements de douleur qui résonnaient dans le couloir de l'hôpital lui déchiraient l'âme. Tout le monde croyait que cette chambre était vide, mais elle connaissait la vérité. À l'intérieur, un homme luttait contre la mort. Et personne ne s'en souciait. La décision qu'Elena prendrait cette nuit-là prouverait qu'elle n'était pas seulement une infirmière ordinaire, mais un véritable ange. À l'hôpital San Martín, le plus grand de Buenos Aires, travaillait Elena Martinez, une jeune infirmière de 25 ans. Avec ses longs cheveux châtains et ses yeux couleur miel, Elena offrait des regards emplis de compassion à ses patients, exerçant sa profession avec une passion unique. Mais ce qu'elle vivrait cette nuit de garde changerait sa vie à jamais. L'horloge marquait minuit. Les couloirs de l'hôpital étaient silencieux. On n'entendait au loin que les bruits des machines et les pas d'Elena. Pendant qu'elle faisait ses rondes de routine, elle entendit un faible gémissement provenant d'une des chambres inutilisées du sous-sol. Cette voix dans son cœur, pleine de douleur, pleine de recherche d'espoir. Elena s'arrêta, tendit l'oreille. Oui, elle ne se trompait pas. Cela venait de la chambre 008. Mais selon les registres, cette chambre était vide. Tandis qu'Elena descendait les escaliers, ses mains tremblaient. À chaque pas, les gémissements se faisaient plus nets. En s'approchant de la porte, elle remarqua la faible lumière qui filtrait par l'ouverture. Son cœur se remplit de peur, mais en même temps quelque chose lui disait qu'elle devait ouvrir cette porte. Elle tourna la poignée, et ce qu'elle vit lui coupa le souffle. Sur le lit gisait un homme d'environ 30 ans, à la peau brune et aux cheveux noirs. Son corps portait de profondes blessures de couteau, sa poitrine était couverte de sang et il respirait difficilement. Mais ce qui attira le plus l'attention d'Elena fut ses vêtements. Il portait des habits traditionnels indigènes, avec un bandana orné de plumes considéré comme sacré sur son front. Mon Dieu! Tandis qu'Elena essayait de comprendre ce qui se passait, l'homme ouvrit lentement les yeux. Ses yeux bruns foncés, profonds et remplis de douleur rencontrèrent ceux d'Elena. « Aide !» chuchota l'homme, respirant difficilement. « S'il te plaît !» La formation d'infirmière d'Elena s'activa immédiatement. Elle vérifia le pouls de l'homme. Il était très faible. Sa température corporelle était basse. Il était au bord de l'évanouissement à cause de la perte de sang. Ses blessures commençaient à s'infecter. Mais comment un patient dans cet état était-il arrivé dans cette chambre? Pourquoi n'était-il pas dans les registres? Pourquoi personne ne le soignait? Elena sortit dans le couloir et trouva le garde de sécurité Carlos. « Carlos, il y a un patient dans la chambre 008. Comment est-ce possible qu'il n'apparaisse pas dans les registres ?» Carlos fit semblant d'être surpris. « 008 ? Cette chambre est vide, Elena. Elle est vide depuis des mois. Mais il y a quelqu'un à l'intérieur. Il est gravement blessé. Il a besoin de soins médicaux immédiats. » Carlos regarda Elena étrangement. « Elena, tu pourrais avoir des hallucinations à cause de la fatigue des heures tardives. Va te reposer un peu. » Elena était confuse. Elle retourna dans la chambre. Et l'homme était toujours là, gémissant. Il était réel. Mais pourquoi tout le monde l'ignorait-il? Vers 4 heures du matin, elle trouva le médecin de garde, Dr Ramirez. « Docteur, il y a un patient d'urgence. Mais il n'apparaît pas dans les registres, et... » Elena, Dr Ramirez l'interrompit. « Je ne peux pas parler de la personne dont tu parles. C'est contre la politique de l'hôpital. » Le sang d'Elena se glaça. Alors le docteur savait aussi. Pourquoi n'est-il pas soigné? Dr Ramirez regarda autour de lui, puis emmena Elena dans un coin. Parce que cette personne, officiellement, n'est pas ici. Il a été amené pendant la nuit, identité inconnue. Mais par ses vêtements, on comprend qu'il est de la tribu Mapuche. Mapuche? Oui. Et dans cette ville, il y a de grands préjugés contre le peuple Mapuche. L'administration de l'hôpital n'a pas voulu qu'il soit soigné. Ils ont dit « procédures officielles ». Le monde d'Elena chancela. Alors, ils attendent qu'il meure? Dr Ramirez la regarda avec des yeux tristes. « J'ai les mains liées, Elena. Malheureusement, cette décision a été prise à des niveaux supérieurs aux miens. » À ce moment-là, quelque chose se brisa dans le cœur d'Elena. Un être humain n'était pas soigné seulement à cause de la tribu dont il venait.
Ce n'était pas quelque chose que sa conscience pouvait accepter. Toute la nuit, Elena pensa à cet homme, cette douleur dans ses yeux, ce cri d'au secours. Et personne ne l'entendait, personne ne s'en souciait. Quand elle commença son service la nuit suivante, son plan était clair. À minuit, silencieusement, elle alla à la chambre 008. L'homme était plus mal. Sa fièvre avait monté, ses blessures commençaient à s'enflammer. Elena respira profondément. Elle allait risquer sa carrière, mais cela ne lui importait plus. Elle vola des antibiotiques, des analgésiques et du matériel de soins dans l'armoire à médicaments. Oui, elle vola, parce qu'il n'y avait pas d'autre moyen pour cet homme. Quand elle revint dans la chambre, l'homme la regarda comme s'il la reconnaissait. « Pourquoi m'aides-tu » chuchota-t-il. Elena lui répondit en espagnol. « Parce que tu es un être humain, et je suis infirmière. » Depuis cette nuit-là, Elena commença un plan de traitement secret. Chaque nuit pendant son service, elle s'occupait de lui. Elle nettoyait ses blessures, changeait ses pansements, lui donnait ses médicaments. La troisième nuit, l'homme lui dit son nom, Lanken. « Qu'est-ce que cela signifie » demanda Elena. « Cela signifie esprit libre » dit Lanken, avec un faible sourire. Elena lui dit aussi son nom, et ainsi commença à se former un lien entre eux. Yanken raconta son histoire à Elena. Il était venu à Buenos Aires chercher sa sœur disparue. Sa sœur Maria était partie il y a 3 mois pour travailler en ville, mais il n'avait plus jamais eu de nouvelles d'elle. Pendant que Lanken la cherchait, il avait été attaqué par un gang raciste. « Il ne nous voit pas comme des humains, » dit Yanken. « Il nous appelle sauvages. » Les yeux d'Elena se remplirent de larmes. « Tu n'es pas sauvage, tu as un cœur très bon. » Au fil des jours, l'état de Yanken s'améliorait. Le traitement qu'Elena lui donnait avec dévouement montrait des effets miraculeux. Mais en même temps, Elena changeait aussi. En écoutant les histoires de Lanken, elle apprenait la culture mapuche, comprenait leurs liens avec la nature, leurs valeurs familiales. Une nuit, Lanken lui dit « Tu es comme un ange, Elena. Pourquoi fais-tu cela ?» Elena s'arrêta. Elle s'était aussi posé cette question. « Parce que c'est juste. Et parce que je ne peux pas t'ignorer. » 2 semaines plus tard, Yanken pouvait se lever. Ses blessures avaient guéri. Il avait retrouvé ses couleurs. Mais maintenant, il y avait un nouveau problème. Comment sortirait-il d'ici? Elena prépara un plan. Pendant l'heure où le garde de sécurité prenait sa pause, elle ferait sortir Yanken de l'hôpital. Lors de leur dernière nuit, Yanken donna quelque chose à Elena. Un collier en bois sculpté, décoré de motifs complexes. « C'est quelque chose de spécial dans notre tribu, » dit-il. « On ne le donne qu'aux personnes qui sauvent des vies. Tu as sauvé ma vie, Elena. Mais tu dois aussi savoir que ce n'est que le commencement. » Que veux-tu dire? Dans la culture mapuche, quand quelqu'un sauve ta vie, tu restes redevable à cette personne pour toujours. Je n'oublierai jamais ma dette envers toi. Elena mit le collier. Il n'y a pas de dette, Yanken. J'ai juste fait ce qui était juste. Mais Yanken la regarda avec une expression sérieuse. Tu ne comprends pas maintenant, Elena. Mais un jour tu comprendras. La nuit prévue, Elena fit sortir Yanken de l'hôpital, par la sortie de derrière, sans que personne ne les voie. Yanken serra Elena dans ses bras. « Merci, mon ange, » dit-il. « Je ne t'oublierai jamais. » Et il disparut dans l'obscurité. Elena alla travailler le lendemain comme si rien ne s'était passé. Mais il y avait un vide profond dans son cœur. Yanken lui manquait. Les mois passèrent. Elena essaya de continuer sa vie normalement, mais elle ne pouvait pas sortir Yanken de son esprit. Parfois, elle se demandait ce qui lui était arrivé, s'il avait trouvé sa sœur. 1 an plus tard, il y eut un grand changement dans la vie d'Elena. Sa mère Isabelle tomba gravement malade. Les docteurs diagnostiquèrent une insuffisance rénale et dirent qu'elle avait besoin d'une greffe. Mais on ne pouvait pas trouver de donneur compatible et les coûts de la greffe dans les hôpitaux privés étaient bien au-dessus de ce qu'Elena pouvait payer. Elena commença à travailler jour et nuit. Elle faisait un 2e, un 3e travail, essayant de couvrir les frais médicaux de sa mère. Mais ce n'était pas suffisant. Un après-midi,
Tandis qu'elle rentrait chez elle épuisée, elle remarqua une silhouette qui attendait devant son appartement. Son cœur s'accéléra. Cette silhouette lui était familière. C'était Yanken, mais ce n'était plus le Yanken malade et blessé. Devant elle se tenait un homme élégamment vêtu, en bonne santé et fort. « Elena » dit-il, avec cette voix familière. Elena courut l'embrasser. « Yanken, tu m'as tellement manqué !»« Tu m'as manqué aussi, Elena. Et maintenant je suis ici parce qu'il est temps de payer ma dette. » Elena le regarda confuse. « Quelle dette? Tu as sauvé ma vie. Maintenant il est temps que je sauve la tienne. » Elena ne comprenait pas. « Que veux-tu dire ?» Yanken fit asseoir Elena à une table de café et lui raconta son histoire. « Après être sorti de l'hôpital, j'ai trouvé ma sœur Maria. Elle avait été kidnappée à Buenos Aires et vendue à un réseau de prostitution. Je l'ai sauvée, mais dans le processus j'ai dû coopérer avec la police. J'ai aidé à capturer le chef du réseau, Jorge Mendoza. » Elena écoutait, mais ne comprenait pas ce que cela avait à voir avec elle. Jorge Mendoza était un homme très riche, Elena. Prostitution, drogue, contrebande. Il gagnait de l'argent de tout. Quand la police l'a capturé, elle a confisqué des biens d'une valeur de millions de pesos. Yanken s'arrêta, regarda directement dans les yeux d'Elena. Selon les lois argentines, on paie un tarif d'informateur aux personnes qui aident à capturer de tels criminels. Comme j'ai eu le rôle le plus important dans la capture de Jorge Mendoza, Yanken sortit un chèque de sa poche et le posa devant Elena. Elena vit le montant sur le chèque et ses yeux se remplirent de larmes. 500 000 pesos, 4 fois le coût du traitement de sa mère. « Est-ce que c'est réel ?» chuchota-t-elle. « C'est réel, Elena, et tout est à toi. Parce que si tu m'avais laissé mourir cette nuit-là, je n'aurais pas pu sauver ma sœur, ni démanteler ce réseau. » Elena commença à pleurer. « Yanken, je ne peux pas accepter cela. » « Tu l'accepteras, » dit Yanken d'une voix décidée. « Parce que tu as sauvé ma vie. Maintenant je sauve la vie de ta mère. Dans notre culture, cela s'appelle Aini. La bonté se paye par la bonté. » Elena comprit à ce moment-là. Elle se souvint des paroles que Yanken avait dites un an auparavant. Ce n'est que le commencement. « Comment m'as-tu trouvé ?» demanda Elena. « Je ne t'ai jamais perdu de vue, Elena. Je connaissais ta situation, la maladie de ta mère, les difficultés que tu traversais. J'attendais juste le bon moment. » Elena n'arrivait toujours pas à y croire. « Et ta sœur, comment va-t-elle ?»« Maria va très bien maintenant. Elle a commencé l'université, elle étudie la psychologie. Elle a surmonté ce qui s'est passé. Et tu sais quoi? Elle parle beaucoup de toi aussi. Elle t'appelle l'infirmière ange qui a donné la vie à son frère. » Yanken se leva. « Elena, il y a encore quelque chose. » Il sortit une carte de sa poche. « Je vis maintenant à Buenos Aires. Après avoir démantelé le réseau de Jorge Mendoza, on m'a offert un travail de consultant en sécurité. Je trouve les failles de sécurité dans les grandes entreprises et je les protège. » Elena regarda la carte. Il était écrit « Yanken Nahuel, spécialiste en sécurité. » « Si tu as jamais besoin de quoi que ce soit, appelle-moi Elena. Parce que ta dette ne finira jamais. Tu n'as pas seulement sauvé ma vie, tu as sauvé mon âme. » Cette nuit-là, quand Elena rentra chez elle, elle montra le chèque à sa mère. Isabelle ne pouvait pas croire ce que ses yeux voyaient. « D'où vient cela, ma fille ?» Elena raconta toute l'histoire à sa mère. Le sacrifice qu'elle avait fait cette nuit-là à l'hôpital, comment elle avait soigné Yanken en secret, comment il avait changé sa vie. Isabelle regarda sa fille avec les yeux remplis de larmes. « Je suis si fier de toi, Elena. » Le lendemain, ils demandèrent la chirurgie de sa mère. Le meilleur docteur, le meilleur hôpital. L'argent n'était plus un problème. 3 mois plus tard, la greffe de rein d'Isabelle fut complétée avec succès. Elena attendait à la porte du bloc opératoire quand Yanken arriva. « Comment s'est passée l'opération ?» demanda-t-il. « Parfaite. Ma mère a reçu une nouvelle vie. Grâce à toi. » Yanken sourit. « Non, Elena. Grâce à toi. Tu m'as donné une nouvelle vie il y a 1 an. Je ne fais que rendre cette bonté. »
Ce jour-là, Elena comprit que le petit sacrifice qu'elle avait fait cette nuit-là à l'hôpital n'avait pas seulement sauvé la vie d'une personne, il avait commencé une chaîne. La bonté avait engendré la bonté, l'amour avait multiplié l'amour. 6 mois plus tard, Elena commença à voir Lianken plus souvent. D'abord comme ami, puis comme quelque chose de plus. Lianken lui enseigna la culture mapuche. Elena lui montra la vie en ville. Tous deux s'enrichirent de ce qu'ils apprirent l'un de l'autre. 1 an plus tard, Lianken demanda Elena en mariage. Mais ce ne fut pas une demande ordinaire. Il emmena Elena dans son village. Toute la tribu se rassembla. « Cette femme, dit Lianken, devant la tribu, a sauvé ma vie. Je lui suis reconnaissant. Mais plus important, je suis amoureux d'elle. » L'ancien de la tribu regarda Elena. « Acceptes-tu notre fils ?» Elena regarda directement dans les yeux de Lianken. À ce moment-là, elle comprit que l'histoire qui avait commencé cette nuit-là à l'hôpital se compléterait ainsi. « Oui, dit Elena. Je l'accepte lui et sa culture de tout mon cœur. » Leur mariage eut lieu avec des traditions à la fois mapuches et modernes. Elena n'était plus seulement une infirmière, elle était devenue un pont qui unissait deux cultures. 3 ans plus tard naquit leur premier enfant. Son nom était Ayelen. Cela signifiait joie en langue mapuche. Elena tenait son bébé dans ses bras, se souvenant de cette nuit-là. Le moment où elle avait ouvert la porte de la chambre 008 avec les mains tremblantes. Qui aurait pu savoir que ce moment serait le commencement du plus beau chapitre de sa vie? Lianken s'assit à côté d'elle. « À quoi penses-tu » ? « Je pense à cette nuit-là, le moment où tout a commencé. Tu ne regrettes pas, n'est-ce pas ?» Elena sourit. « C'était la décision la plus juste de ma vie. Tu as dit que tu as sauvé ma vie. » « Oui. En réalité, nous nous sommes sauvés la vie l'un l'autre. Tu as aussi sauvé mon âme, Lianken. Tu m'as enseigné le vrai sens de vivre. » Cette nuit-là, Elena toucha le collier en bois à son cou. Ce n'était plus seulement un bijou. C'était le symbole du pouvoir de l'amour, du sacrifice et de la bonté. Et elle savait que leur histoire ne se terminait pas par une fin. Ce n'était qu'un beau commencement qu'ils transmettraient aux générations futures. Parce que le vrai amour transcende les races, les cultures et les préjugés. Et la bonté qui commence dans un cœur peut changer le monde entier. Elena n'avait pas trouvé seulement un homme malade derrière la porte qu'elle avait ouverte cette nuit-là avec les mains tremblantes. Elle avait trouvé son destin, son amour et le sens de sa vie. Et ainsi l'histoire se compléta. Le sacrifice qui avait commencé dans un couloir d'hôpital se termina par l'amour qui unit deux mondes différents. 5 années s'étaient écoulées depuis le mariage d'Elena et Lianken. Le foyer qu'ils avaient construit dans l'un des quartiers périphériques de Buenos Aires n'était plus seulement le leur, mais était devenu la fierté de tout le voisinage. Cette famille, née de l'union de deux cultures, donnait de l'espoir aux gens des alentours. Elena ne travaillait plus seulement à l'hôpital, mais avait aussi ouvert sa propre clinique dans le quartier. Clínica Esperanza, clinique de l'espoir. Cet endroit n'était pas seulement un centre de santé. Il était devenu un centre où des personnes de différentes cultures se réunissaient et se comprenaient mutuellement. Lianken, de son côté, avait développé son travail de consultant en sécurité et avait maintenant sa propre entreprise. Il avait appelé sa société Nawel Security, qui fournissait des services de sécurité aux grandes corporations. Mais ce dont il était le plus fier, c'était d'avoir consacré 30% de son entreprise à fournir des opportunités de travail aux jeunes indigènes. La petite Ayelen avait maintenant 3 ans et parlait parfaitement les 2 langues. Le matin, elle écoutait des contes en espagnol, le soir en langue mapuche. Elle appelait la mère d'Elena Abuela Isabel et le père de Lianken Tata Nalnish. Mais la vie n'avance pas toujours en ligne droite comme dans les contes de fées. Un matin, quand Elena arriva à la clinique, elle trouva une jeune femme qui attendait à la porte. La femme avait environ 22-23 ans. Elle paraissait pâle et fatiguée. Dans ses bras, elle portait un petit bébé. « Doctora Elena ?» demanda la femme d'une voix tremblante. « Si, soy yo. En qué puedo ayudarte ?»« Oui, c'est moi. Comment puis-je vous aider ?» Les yeux de la femme se remplirent de larmes. « Me llamo Marisol. Vengo de muy lejos. Alguien me dijo que usted ayuda a personas como yo. Je m'appelle Marisol. Je viens de très loin. Quelqu'un m'a dit que vous aidez des personnes comme moi. »
Elena invita Marisol à entrer. L'histoire de la jeune femme toucha profondément son cœur. Marisol était une réfugiée qui avait émigré du Venezuela. Son mari était tombé malade pendant le voyage et était mort. Maintenant, elle était restée seule avec son bébé de 8 mois. No tengo dinero. No tengo familia aquí. Solo tengo a mi bébé, pleura Marisol. Je n'ai pas d'argent. Je n'ai pas de famille ici. J'ai seulement mon bébé. Elena examina le bébé de Marisol. L'enfant était faible à cause de la malnutrition, mais pouvait être soigné. Elena prit sa décision sans hésiter. Te voy a ayudar. Y no solo yo. Toda nuestra comunidad te va a ayudar. Je vais t'aider. Et pas seulement moi. Toute notre communauté va t'aider. Ce soir-là, Elena raconta à Yanken la situation de Marisol. Nous pouvons les loger dans notre maison, dit Yanken, sans hésiter. La chambre d'amis est vide de toute façon. Elena ne fut pas surprise par cette réaction de son mari. Le cœur de Yanken était aussi grand que le sien. Marisol et son bébé Diego commencèrent à rester avec la famille d'Elena. Les premiers jours furent difficiles. Marisol était déprimée. Le bébé pleurait beaucoup. Mais la compassion qu'Elena montra avec patience eut peu à peu son effet. Une semaine plus tard, Marisol dit à Elena : « Je ne comprends pas pourquoi tu m'aides. Tu ne me connais pas, je ne suis pas de ta famille. » Elena sourit. Il y a des années, quelqu'un m'a aussi posé la même question, et je lui ai dit : « Parce que tu es un être humain. Maintenant, je te dis la même chose. » Marisol fut curieuse. Qui était cette personne ? Elena lui raconta comment elle avait rencontré Yanken, ce qu'elle avait vécu cette nuit-là à l'hôpital. Pendant que Marisol écoutait, ses yeux se remplirent de larmes. « Vous êtes des anges, » dit-elle. Mais il ne fut pas facile pour Marisol de s'accrocher à la vie. Une nuit, Elena la trouva en train de pleurer dans sa chambre. « Mon mari me manque. Je ne sais pas comment je vais élever Diego toute seule. » Elena s'assit à côté de Marisol et prit sa main. « Écoute-moi bien, Marisol. La douleur ne disparaît jamais complètement, mais avec le temps, elle devient plus supportable. Et tu n'es pas seule. Nous sommes ta famille maintenant. » Cette nuit-là, Elena dit à Yanken : « Je veux que cette situation soit permanente. Je veux adopter Marisol et Diego. » Je pensais la même chose, dit Yanken. Kayelen est un frère. Ainsi, Elena et Yanken commencèrent les procédures officielles. Permis de résidence pour Marisol, démarche d'adoption pour Diego. Mais les choses ne se passent pas toujours comme prévu. 3 mois plus tard, un visiteur inattendu arriva à la clinique d'Elena. Un homme d'âge moyen, en costume, accompagné de 2 officiers de police. « Je suis l'inspecteur Ramon Vega, du département de l'immigration, » dit l'homme. Le cœur d'Elena s'accéléra. « En quoi puis-je vous aider ? Nous recherchons une femme vénézuélienne nommée Marisol Garcia. Nous avons des informations selon lesquelles vous l'hébergez illégalement. » Elena respira profondément. « Marisol est ici, mais elle n'est pas illégale. Nous avons présenté une demande d'asile. Le processus d'asile peut prendre des années. En attendant, elle doit être dans un centre de détention. »« C'est inhumain !» explosa Elena. « C'est une mère, elle a un bébé. » L'inspecteur Vega la regarda avec une expression froide. « Les lois sont claires, madame. Si vous ne coopérez pas, vous aussi pourriez faire face à des accusations pour avoir aidé des immigrants illégaux. » À ce moment-là, Elena se souvint de ce qu'elle avait vécu des années auparavant à l'hôpital. Une fois de plus, elle faisait face au système. Une fois de plus, elle devait choisir entre l'humanité et les règles. « Marisol est mon invitée dans ma maison, » dit-elle d'une voix décidée. « Vous ne pouvez l'emmener qu'avec un mandat judiciaire. » L'inspecteur Vega lança un regard menaçant à Elena. « Nous continuerons cette conversation demain, et alors nous aurons un mandat judiciaire. » Cette nuit-là, Elena discuta de la situation avec Yanken. « Qu'allons-nous faire ?» demanda-t-elle. « Je ne veux pas perdre Marisol. » Yanken avait l'air pensif. « Peut-être que dans cette situation, mon avocate peut nous aider. Dr Patricia Montes, elle est spécialiste en droits de l'homme. » Le lendemain matin, ils rencontrèrent Dr Montes. Après avoir écouté la situation, l'avocate dit : « Gagner ces affaires est difficile mais pas impossible. Mais nous avons besoin de quelque chose, le soutien médiatique. Si nous attirons l'attention de l'opinion publique, le gouvernement se sentira sous pression. Comment allons-nous faire ? Demanda Elena. Nous raconterons votre histoire. Elena,
Il y a 5 ans, vous avez sauvé un guerrier mapuche. Maintenant, vous essayez de sauver une mère vénézuélienne. C'est un message puissant. Dr Montes avait raison. Que l'histoire apparaisse dans les journaux locaux ne prit qu'1 jour. La nouvelle qui sortit avec le titre « L'infirmière Ange se bat encore pour la justice » devint virale sur les réseaux sociaux. Les gens commencèrent à se rassembler devant la clinique d'Elena. Messages de soutien, donations. Tout le quartier se mit du côté de Marisol. Mais le gouvernement ne recula pas non plus. Le 3e jour, la police vint chercher Marisol. Elena serra Marisol dans ses bras en pleurant. « Je te promets que nous allons nous battre jusqu'au bout. Merci pour tout, Elena. Tu es la sœur que je n'ai jamais eue. » Le bébé Diego pleura beaucoup quand on le sépara de sa mère. Le cœur d'Elena se brisa. Mais la lutte ne s'arrêtait pas là. Dr Montes présenta une demande au tribunal. L'intérêt médiatique augmenta. La chaîne de télévision la plus célèbre de Buenos Aires voulut faire un documentaire sur l'histoire d'Elena. Le documentaire intitulé « Programme spécial, l'infirmière qui unit les mondes » raconta l'histoire d'Elena et Lanken à toute l'Argentine. La nuit où le programme fut diffusé, Elena reçut des milliers de messages de soutien. Même l'ancien ministre de la Santé d'Argentine appela Elena par téléphone. « Madame Martinez, vous représentez le meilleur de notre pays. Le gouvernement doit écouter votre voix. » 2 semaines plus tard arriva le jour du procès. Des centaines de personnes se rassemblèrent dans la salle du tribunal pour soutenir Elena. Yanken s'assit à côté d'Elena, tenant fermement sa main. Dr Montes présenta l'affaire ainsi. « Monsieur le juge, devant vous ne se tient pas seulement une femme, mais un symbole d'humanité. Elena Martinez a aidé les gens pendant des années sans rien attendre en retour. D'abord un guerrier mapuche, maintenant une mère vénézuélienne. La décision que vous prendrez dans cette affaire déterminera non seulement l'avenir de Marisol, mais l'avenir de notre société. » Le procureur, de son côté, défendit que les lois ne pouvaient pas être violées, que les règles d'immigration devaient être respectées. Le juge demanda une pause pour prendre sa décision. Dans cette attente, Elena pensa à toutes les leçons qu'on lui avait données pendant tout ce processus. Yanken lui dit « Quoi qu'il arrive, tu as fait ce qui était juste. Quel que soit le résultat, je suis fier de toi. » 1 heure plus tard, le juge revint. Il y avait un silence profond dans la salle. Dans cette affaire, 2 valeurs importantes se sont affrontées. L'état de droit et l'aide humanitaire. Les 2 sont importantes. Cependant, la justice n'est pas seulement appliquer les lois, c'est aussi protéger l'humanité. Le cœur d'Elena battait rapidement. Par conséquent, je décide que Marisol Garcia soit libérée de la détention et qu'on lui reconnaisse le droit de demander un permis de résidence pour des raisons humanitaires. Des cris de joie s'élevèrent dans la salle. Elena commença à pleurer. Yanken l'embrassa. Cet après-midi-là, Marisol et Diego rentrèrent à la maison. Ayelen était très heureuse parce que son frère lui avait manqué. « Maman, est-ce que Diego va rester avec nous pour toujours ?» demanda Ayelen. « Oui, mon amour, nous sommes une famille. » Mais cette victoire ne fut que le commencement pour Elena. Après ce succès au tribunal, des personnes de tout le pays qui vivaient des situations similaires commencèrent à venir à elle. Elena se rendit compte qu'administrer seulement une clinique n'était pas suffisant. Elle devait créer une organisation plus grande. Avec Yanken, ils fondèrent une organisation non gouvernementale appelée Fondation Pointe, Fondation Ponce. L'objectif de la fondation était de réunir des personnes de différentes cultures, d'aider les immigrants et de briser les préjugés sociaux. Le premier projet de la fondation fut Casa de Acogida Esperanza, Maison d'accueil Espoir. Cette maison fournissait un logement temporaire aux familles réfugiées. Dans les 6 premiers mois, plus de 50 familles bénéficièrent de cette maison. Familles vénézuéliennes, honduriennes, haïtiennes. Toutes avaient des histoires différentes, mais toutes avaient en commun l'espoir qu'Elena et Yanken leur avaient donné. 1 an plus tard, Elena reçut le prix de l'humanité de la municipalité de Buenos Aires. Dans son discours lors de la cérémonie de remise des prix, qui émut toute l'Argentine, elle dit « Je ne reçois pas ce prix seul. Je le reçois au nom de mon mari Yanken, de ma fille Ayelen, de notre fils adoptif Diego et de toutes les familles qui nous ont fait confiance. Parce que le vrai pouvoir vient de l'unité. » Dr Ramirez, qui avait été son patient et était maintenant médecin,
vit ce discours d'Elena à la télévision et dit les larmes aux yeux. « Elena, tu ne sauves pas seulement la vie des gens, mais aussi leurs âmes. » Dans la deuxième année de la fondation, un développement inattendu se produisit. L'Union européenne décida de soutenir Fondation Puentes. Cette donation de 500 000 € élargit énormément le travail de la fondation. Elena était maintenant un nom connu non seulement à Buenos Aires, mais dans toute l'Amérique latine. Mais rien de cela ne la changea. Elle restait la même personne humble et compatissante. Un jour, Ayelen, qui avait maintenant 7 ans, lui dit « Maman, pourquoi aides-tu toujours les autres ?» Elena prit sa fille dans ses bras. « Parce qu'il y a longtemps, quelqu'un m'a enseigné que quand tu aides une personne, en réalité tu t'aides toi-même. L'amour que tu donnes revient multiplié. » Qui t'a enseigné cela? Elena regarda Yanken. « Ton papa. » Cette nuit-là, Elena toucha le collier en bois à son cou. Les leçons de cette nuit il y a 8 ans la guidaient à chaque moment de sa vie. Le lendemain matin, quand Elena alla à la clinique, elle trouva un homme âgé qui attendait à la porte. L'homme s'approcha d'elle. « Êtes-vous Elena Martinez ?»« Oui, c'est moi. » L'homme dit les yeux remplis de larmes. « Je suis le père de Jorge Mendoza. » Elena fut surprise. Jorge Mendoza était le chef de l'organisation criminelle que Yanken avait aidé à capturer. « Mon fils était un criminel, je le sais, » continua le vieil homme. « Mais grâce à votre mari, il a pu payer pour ses crimes et peut-être trouver la rédemption avant de mourir. Je voulais vous remercier. » Elena prit la main du vieil homme. « Tout le monde mérite une seconde chance. C'est pourquoi je suis ici. Je veux donner tout l'argent légal que mon fils m'a laissé à votre fondation. » Elena n'arrivait pas à y croire. Une donation d'1 million de pesos. Je ne peux pas accepter autant d'argent. S'il vous plaît, acceptez-le. C'est la seule façon pour la famille Mendoza de nettoyer son nom. Avec cette donation, Fondation Puentes put réaliser des projets beaucoup plus grands. Une deuxième maison d'accueil, une troisième clinique, des cours de langue, des programmes de formation professionnelle. Un autre tournant dans la vie d'Elena se produisit quand elle tomba enceinte pour la deuxième fois à 35 ans. Cette fois, c'était un des jumeaux. Pendant l'accouchement, il y eut des complications. La vie d'Elena était en danger. Yanken attendit à la porte du bloc opératoire, comme Elena avait attendu des années auparavant pour l'opération de sa mère. Quand Dr Sandra Vasquez sortit de l'opération. « Les jumeaux sont en bonne santé, mais la récupération d'Elena prendra du temps, » dit-elle. Yanken attendit au chevet d'Elena. Quand Elena ouvrit les yeux, la première chose qu'elle vit fut le visage inquiet de Yanken. « Les bébés ? Ils vont bien. 2 belles filles. » Elena sourit. « Comment allons-nous les appeler ? » Esperanza et Luz. Esperanza et Luz. 2 noms qui résumaient la philosophie de vie d'Elena. Avec la naissance des jumeaux, Elena délégua plus de travail de la fondation à Yanken. Mais elle ne resta jamais inactive. Elle commença à travailler de la maison, donnant des consultations en ligne. Un jour, quand elle eut 40 ans, Elena regarda en arrière. Comment cet unique acte de bonté qu'elle avait fait cette nuit-là à l'hôpital avait mené à un effet en chaîne. Elle avait sauvé la vie de Yanken. Elle avait trouvé son propre amour. Elle avait sauvé la vie de sa mère. Elle avait sauvé Marisol et Diego. Elle avait changé la vie de centaines de familles réfugiées. Elle avait brisé les préjugés sociaux. Elle avait uni 2 cultures. « À quoi penses-tu » demanda Yanken, lui apportant du café. « À cette nuit-là, à l'hôpital. Si je n'avais pas ouvert cette porte. Mais tu l'as ouverte. Et tu as changé non seulement ma vie, mais la vie de centaines de personnes. » Elena prit la main de Yanken. « Nous l'avons changé, ensemble. » Cette nuit-là, Elena écrivit dans son journal. « Aujourd'hui j'ai eu 40 ans. Quand je regarde en arrière, je vois que chaque acte de bonté, si petit soit-il, peut changer le monde. Ma vie en est la preuve. Une nuit, les mains tremblantes, j'ai ouvert une porte. Derrière cette porte, je n'ai pas seulement trouvé un homme blessé, j'ai trouvé mon destin. Maintenant je comprends ce que ma grand-mère Isabelle disait toujours. Le vrai amour n'est pas un sentiment, c'est une décision.
Chaque jour nous décidons d'aimer, chaque jour nous décidons d'aider, chaque jour nous décidons d'être meilleurs. Et je sais que cette histoire ne se termine pas ici. Nos enfants continueront cet héritage. Ayelen montre déjà des signes de vouloir être médecin. Diego parle d'aider d'autres enfants réfugiés, les jumelles. Eh bien, elles sont encore petites, mais je suis sûr qu'elles auront aussi de grands cœurs. Merci, la vie, de m'avoir enseigné que les miracles existent. Nous avons juste besoin d'avoir le courage d'ouvrir la porte quand quelqu'un a besoin d'aide. Elena ferma le carnet et regarda par la fenêtre. Dans le jardin, Yanken jouait avec les 5 enfants. Ayelen, Diego, Marisol, qui était maintenant comme une sœur pour Elena, Esperanza et Luz. C'était l'image parfaite de ce que l'amour peut accomplir quand il transcende toutes les barrières. Et elle sut que son histoire n'était qu'une des nombreuses qui allaient s'écrire. Parce que quand tu plantes des graines de bonté, le jardin qui pousse n'a pas de limite.